Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale. Les incertitudes du monde actuel appellent des solutions renouvelées en matière de gouvernance mondiale. Quelles sont les propositions chinoises et comment relever les nombreux défis qui se posent actuellement à l'échelle internationale? Aujourd'hui, nous consacrons cette émission spéciale en compagnie des invités, tous passionnés par ce sujet. Et j'ai le grand plaisir de recevoir par visioconférence depuis la France, Sonia Bressler, docteur en philosophie et épistémologie, fondatrice de la Route de la Soie édition. Et votre maison d'édition a publié au mois de mai un ouvrage intitulé « Gouvernance mondiale, ce que dit la Chine ». Et aussi, aujourd'hui, nous avons aussi une autre invitée qui est en rapport avec ce livre, Zhao Lisha, qui est à côté de moi, chercheuse associée en relations internationales à l'Institut de recherche sur la Chine et le monde contemporain. Et vous avez joué un rôle majeur dans la conception de la version chinoise de ce livre. Bienvenue. Merci. Et sur notre plateau également, j'ai le plaisir d'accueillir Ding Yifan, professeur à l'Institut de gouvernance mondiale et de développement de l'Université Renmin de Chine. Et également en visioconférence depuis la France, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Mathieu Grandperron, professeur associé en relations internationales et directeur du département de sciences politiques à l'Institut catholique de Vendée. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, j'aimerais bien commencer par Ding Yifan. Yeah. On voit que le président chinois a proposé cette initiative pour la gouvernance mondiale lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors pourquoi cette initiative et pourquoi avoir choisi ce moment-là? En fait, j'aimerais bien, c'est mon propre analyse, je pense qu'il y a principalement deux raisons. D'abord, il y a une logique derrière toutes les initiatives que le président chinois avait lancées précédemment, c'est-à-dire l'initiative sur le développement global, l'initiative sur la civilisation globale, puis l'initiative sur la sécurité globale. Et maintenant, il est temps de lancer une initiative sur la gouvernance mondiale, car tout le système de la gouvernance mondiale est en crise pour le moment. Donc, il y a à la fois une logique dans toute une série d'initiatives globales, mais il y a aussi une urgence de sauver le système existant de la gouvernance mondiale. En fait, si vous regardez dernièrement, le système de la gouvernance mondiale est basé d'abord sur les Nations Unies, sur l'Organisation des Nations Unies. Dans le domaine économique, il y avait la Banque mondiale plus le FMI, le Fonds monétaire international. Dans le domaine du commerce international, il y a le MSC, l'Organisation mondiale du commerce. Il y a dans le domaine de la santé publique, il y avait l'Organisation de la santé mondiale. Donc, toutes ces organisations perdent leur influence dans la solution des crises, des grandes crises, etc. Et depuis que le président Donald Trump relève unilatéralement le droit de douane, donc l'OMC a été mise à part. Il n'a plus aucun rôle, l'organisation n'a plus aucun rôle à jouer pour arbitrer les contentieux du commerce international. Donc le système de gouvernance mondiale multilatérale est en crise profonde. Pour cela, c'est une crise de la gouvernance mondiale. Et donc il est temps de lancer une initiative de la gouvernance mondiale pour sauver, tant soit peu, le système qui existe encore. Effectivement, on voit qu'il y a... comme vous l'avez dit, il y a une vraie urgence là-dedans. Oui. Et on voit que cette initiative repose sur 5 principes fondamentaux. Je cite un peu: respecter l'égalité souveraine, se conformer à l'état de droit international, pratiquer le multilatéralisme, promouvoir une approche centrée sur le peuple et privilégier la prise de mesures concrètes. On voit quand même, il y a pas mal de principes qui
ont répondu justement aux défis que vous avez relevés. Et Charlie Chia, en tant que chercheuse, quels sont les aspects de cette initiative qui vous semblent les plus marquants? L'initiative pour la gouvernance mondiale, il propose un mécanisme permettant de remédier au déficit de gouvernance, au déficit de paix, au déficit de confiance et au déficit de développement du monde. Et ces 5 principes fondamentaux, ils sont conformes à la Charte des Nations Unies et aussi aux aspirations communes de la plus grande majorité des nations. Et pour moi, je vois 3 aspects très saisissants. Premièrement, c'est son caractère inclusif. Le monde aujourd'hui est confronté à une résurgence de l'unilatéralisme et de protectionnisme. La voix des pays du Sud ne sont pas très entendues. Donc, un système de gouvernance équitable doit être mis en œuvre pour relever ces défis. Donc, je crois que respecter l'égalité souveraine, c'est très important. Donc, cette initiative a proposé une table ronde où tout le monde a une place. Et deuxièmement, je trouve que le lien direct entre les grands principes et les préoccupations des gens sont très importants. Pratiquer le multilatéralisme, c'est très important, mais pourquoi faire? L'initiative a répondu, c'est pour le bien-être des gens, des populations. Et prenons l'exemple de la lutte contre le Covid-19. La Chine a beaucoup proposé que le vaccin doit être un bien public mondial. Il ne faut pas servir seulement les intérêts nationaux ou commerciaux. Il faut servir à protéger la santé de tous. Donc ça, c'est très important. Et troisièmement, je trouve que l'accent mis sur l'action et la pratique est un caractère saisissant, c'est-à-dire l'initiative n'est pas seulement un slogan. Il faut faire des actions, prendre des pratiques. Le meilleur exemple, c'est l'initiative La ceinture et la route. Quand la Chine construit une ligne de fer en Afrique de l'Est ou un port en Grèce, ça, ce n'est pas seulement une coopération économique, c'est aussi, elle améliore les infrastructures, elle crée des nouveaux emplois, elle stimule l'économie locale et améliore ainsi le bien-être local. Voici les 3 aspects qui m'impressionnent le plus. Alors Mathieu, en France, en tant que chercheur français, quel est votre avis là-dessus? Je dirais que, du point de vue, c'est qu'on est à un moment, et c'est pour ça que c'est important de parler de gouvernance et pas de gouvernement. Ici, en France et la plupart des pays occidentaux, on met l'accent, on a tendance à confondre la gouvernance mondiale et le gouvernement mondial. Et on préfère parler de gouvernement mondial parce que cela inclut une notion de hiérarchie et de domination, la bonne vieille politique de puissance, alors que justement, quand on regarde les défis de l'humanité, le développement économique, la transition écologique, l'accès aux nouvelles technologies, cela concerne à la fois les États, mais surtout les populations. Et parler de gouvernance mondiale permet en fait de remettre les individus et les peuples au centre des enjeux et pas seulement d'en faire des acteurs qui subissent les décisions de gouvernement qui continuent malgré tout à rester, en tout cas pour la partie occidentale, à rester dans une logique de guerre froide, ce qui me semble est contre-productif, complètement dépassé. Et donc c'est en ce sens que je trouve que les différentes initiatives mises en avant par le président chinois proposent une autre manière de voir les choses pour enfin éviter de répéter les erreurs du passé et puis sauver, comme l'a si bien dit le professeur Dinifen, ce qui existe déjà, est-ce que donc les systèmes de coopération
qui ont quand même grand besoin d'être aidés face à l'unilatéralisme américain, mais aussi l'unilatéralisme civilisationnel européen. Nous allons aussi avoir une voix qui provient de l'Afrique. Ribert Label Elisea Jovi, gouverneur du magazine béninois Le Label diplomatique et président du caucus panafricain des journalistes, a aussi donné son avis sur le sujet par vidéo. Il est important de promouvoir l'initiative pour la gouvernance mondiale. Il est important de promouvoir le fait que tous les acteurs de la société internationale, je parle des États précisément, sont égaux en droit, sont souverains et doivent décider de leur propre modèle de développement. Il est important également que le droit international soit le même pour tous et non que notamment les pays occidentaux cherchent à imposer un droit international à géométrie variable. En troisième position, il est important que le multilatéralisme soit sauvegardé, promu, surtout aujourd'hui où l'isolationnisme est en train de prendre le pas sur la volonté de gouverner le monde ensemble. En dehors de cela, il est très important que toutes les décisions qui sont prises à l'échelle internationale aillent dans le sens de la promotion de l'humain, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et enfin, qu'il y ait des actions concrètes pour promouvoir aujourd'hui la sécurité internationale, le développement, mais aussi la lutte contre les changements climatiques. Parce qu'aucun pays à lui seul ne peut s'en sortir, notamment face à tous les défis contemporains, et qu'également que le droit soit assuré pour tous. Et quand on parle de droits humains, il y a également le droit à la vie, donc promotion de l'éducation, promotion de la santé, promotion de la sécurité et promotion du développement, parce qu'il faut nourrir les populations et pour les nourrir, il faut produire pour la richesse locale, mais il faut produire également pour l'exportation. Et c'est en cela que nous saluons tous les efforts qui sont accomplis par les BRICS, mais également le Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, qui célèbre ses 25 ans. Et je crois fondamentalement que la coopération sino-africaine est un modèle de développement pour le Sud global et également une coopération qui sert de repère pour un repositionnement des anciennes puissances coloniales, notamment vis-à-vis de l'Afrique. La Chine donne l'exemple et la Chine et l'Afrique, ensemble, peuvent aider le monde à une paix et une sécurité internationale. Je vais revenir sur un point soulevé par Charlie Chia tout à l'heure, c'est cette caractéristique. Il y a l'accent mis sur la prise de mesures concrètes. C'est quand même intéressant de voir ça dans une initiative, parce que pour beaucoup d'initiatives, ça reste des principes. Donc, comment voyez-vous la façon dont les choses peuvent vraiment être mises de manière concrète? Ça, c'est la question centrale. Et je vois trois niveaux de mise en œuvre. Premièrement, au niveau global, les institutions existantes, il faut les mettre plus justes et plus équitables, se conformer à l'état de droit international. Il faut un grand support au système des Nations Unies, et c'est-à-dire que le système de gouvernance mondiale, il faut être plus représentatif du monde d'aujourd'hui. Et deuxièmement, au niveau régional,
je crois qu'il y a déjà ces principes proposés par l'initiative, c'est déjà pratiqué et testé dans beaucoup de plateformes régionales telles que l'Organisation de coopération de Shanghai sur les problèmes de sécurité et de développement, et aussi des forums tels que le Forum sur la coopération sino-africaine et des dialogues entre les pays du BRICS. Ça, ce sont des laboratoires vivants où ces principes de l'initiative sont déjà testés et pratiqués parce qu'ils ont déjà proposé des solutions concrètes adaptées aux réalités locales. Ça, c'est très important, et ils ont proposé ces solutions à partir des consultations et des bénéfices mutuels. Et troisièmement, ce qui est le plus visible, c'est au niveau des projets précis. Par exemple, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, la Chine a déjà pris l'exemple pour signer l'accord de Paris, et elle a coopéré avec beaucoup de pays dans les domaines des énergies renouvelables telles que les énergies solaires et éoliennes, et elle a partagé des technologies vertes et finance des infrastructures durables. Et chaque parc construit en coopération sur les énergies renouvelables pose une pierre essentielle à l'édifice de la gouvernance climatique mondiale. Donc je crois qu'il faut, à travers ces trois niveaux, qu'on met en œuvre l'initiative dans la pratique. Oui. Quel est votre avis là-dessus, sur la mise en pratique des principes? Voilà. Oui, c'est important d'avoir une mise en application concrète, parce que sinon le principe est dénaturé, et il n'y a qu'à regarder combien de beaux principes il y a aux Nations Unies qui sont dénaturés, soit parce qu'on ne fait rien, soit parce qu'un club d'États se pense supérieur aux autres et décide en fait de ne rien faire ou de changer le principe. On ne nommera pas les pays parce que sinon on va penser qu'on tape toujours dessus, mais en tout cas ils sont plutôt ce sont les pays qui font l'unilatéralisme. Voilà. Donc il y a ça, et puis il y a aussi un problème de responsabilité dans la classe politique occidentale, et c'est ce qui explique pourquoi eh bien l'Europe en tout cas est tellement derrière ce que propose la Chine. Responsabilité vis-à-vis d'un État, oui, mais aussi responsabilité vis-à-vis de la qualité de vie des populations. Et quand on regarde comment l'idée de développement économique est conçue en ce moment en Europe, elle est principalement conçue derrière des éléments quantitatifs, c'est-à-dire quel est mon niveau de PIB, quel est mon taux de croissance, on ne parle que de ça, et en réalité, on s'abrite derrière un taux de dette, un taux de croissance ou un PIB sans vraiment regarder la réalité derrière, et ce développement économique, concrètement, comment il se mesure. Est-ce que le métro est climatisé ou pas? Est-ce qu'il y a des nouveaux systèmes mis en place pour fluidifier, par exemple, le trafic urbain et limiter à la fois les bouchons, les émissions de CO2, etc. Enfin, des éléments qui, à la fois, mettent en place un principe et puis changent la vie des gens. Et puis, il y a, à mon avis, un autre enjeu à avoir en tête, c'est que, malheureusement, il y a, dans certains pays, une sorte de carcan intellectuel qui empêche de considérer que bien ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres continents, devrait être pris comme modèle. Là, je prends, quand on regarde les discours des institutions européennes sur la Chine, c'est quand même frappant et désolant de constater ce refus que, en fait, la Chine a des idées, a des solutions, prend des initiatives et qu'on devrait s'en inspirer. Et quand on regarde, et on aurait à mon avis tort, de ne pas s'inspirer de ce qui se fonctionne ailleurs. Et quand on regarde le développement économique chinois, dans les 30-40 dernières années, enfin c'est complètement phénoménal et complètement fantastique. Et on aurait, à mon avis, on a tort de ne pas
enfin de tout réduire à une question de points de vue différents, de systèmes politiques différents, au lieu de se dire d'accord, et là-dessus on va pas être d'accord, donc on va arrêter d'en parler, et puis on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut collaborer concrètement pour changer la vie des gens. Et qu'en pensez-vous, Sonia? Moi, je suis partisane de l'idée de dire que ce qu'il faut avant tout, le premier enjeu, c'est la confiance. Et ça, la confiance, elle se bâtit, elle se construit. Et effectivement, il faut tellement renverser de paradigme qu'on a besoin de livres, on a besoin de conférences, on a besoin d'émissions telles que la vôtre pour pouvoir dépasser les préjugés et les visions qui sont totalement partielles. Et donc, je pense que, enfin moi j'avais créé la maison d'édition dans cette idée-là, c'est-à-dire de créer ces ponts, de bâtir des dialogues et d'essayer de faire comprendre aux gens que l'on peut renverser ce point de vue qui est effectivement celui qui est imposé, en tout cas dans le cadre européen, qui n'est pas bon vis-à-vis de la Chine. On l'a encore entendu hier à l'ONU, il y a des choses qui ont été dites qui sont totalement absurdes et totalement fausses aussi. Donc, à un moment donné, il faut prendre le temps de réfléchir. Et donc, la question est comment on construit la confiance, particulièrement dans un monde qui s'effondre. Et le second enjeu pour moi, c'est vraiment la traduction concrète, comme vous l'avez tous dit, des principes qui va se mettre en place, enfin qui vont se mettre en place dans des projets communs. Et je pense qu'il y a plein de domaines, il n'y a pas que la transition écologique qui pourrait être facteur de travail en commun. Il y a évidemment l'écologie est centrale, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. Il y a aussi, je sais pas, la réduction des inégalités évidemment à travers le monde. Notre système occidental, nous devons le dire, ne fonctionne que sur la production de la misère. Donc aujourd'hui, on arrive avec un autre paradigme en disant ça suffit la production de la misère, il faut développer l'égalité économique, etc. Et donc effectivement dans un monde qui est en train de complètement changer, c'est comment on donne accès aux populations ces outils de réflexion pour s'ouvrir à une autre façon de concevoir la société. Et c'est bien ça peut-être le problème fondamental de l'Occident, c'est d'avoir pendant des années cru que le système économique tel qu'il était représentait la fin de l'histoire. Donc en réalité, ça n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste que à un moment donné, on s'est arrêté de penser correctement et qu'il fallait peut-être justement retrouver l'énergie de recréer un système de pensée. Et la Chine, avec ses propositions, avec cette manière de voir la gouvernance mondiale, offre de nouveaux concepts, de nouveaux principes qui sont effectivement très concrets, comme vous l'avez dit, avec l'OCS, avec les BRICS, etc. Mais aussi une autre manière d'apporter les mots. Et donc je pense que ça, c'est important de les faire comprendre. Voilà, et d'ouvrir les débats et de créer cette confiance. Et je voulais demander à Mathieu, quels sont les points de vue, par exemple, présentés dans le livre qui vous marquent particulièrement? C'est vrai que c'est quand même un livre très important parce que pour la première fois, on a, alors pour les francophones en tout cas, on a un livre qui donne la parole non biaisée, non édulcorée aux penseurs chinois qui pensent et propose le monde de demain. Et ça, c'est quand même novateur parce que tout ce qu'on trouvait dans la littérature française en ce moment, ce sont il n'y a pas de qualificatif, ce sont des ouvrages écrits par des personnes qui, la plupart du temps, ne parlent pas chinois, refusent d'aller en Chine et enfin, on a des images complètement délirantes. Dans le monde anglo-saxon, c'est pas mieux parce que ce sont peut-être parfois des noms, on va dire chinois sur la couverture, mais quand on regarde le profil de ces universitaires, en fait, ils sont issus de 3e ou 4e génération de la diaspora et tout ce qu'ils ont connu, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis ou le Canada. Et c'est vrai que quand on visite la Chine et qu'on compare ce qui est écrit, on a l'impression d'être dans deux réalités. Donc là, c'est important, on a une parole libre
et clair des propositions chinoises. Vous avez tous les deux parlé tout à l'heure de l'environnement un peu intellectuel en Occident. Et Sonia, je voudrais savoir, est-ce que c'est un défi pour vous de sortir un livre comme cela? Oui, ben c'est un défi majeur. Alors d'abord, c'est parce qu'on se pose la question de comment traduire au mieux. Et c'est pas nécessairement seulement passer d'une langue à l'autre, c'est aussi, comme vous l'avez souligné, rendre lisibles les concepts, la pensée chinoise, sans la trahir. Et ça, c'est extrêmement important, particulièrement dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans l'environnement intellectuel occidental et européen. Je rejoins complètement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire évidemment un enfermement dans des doctrines qui sont des doctrines anciennes et qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement, face à cette masse de production, il y a très peu d'ouvrages dans lesquels on peut se retrouver. Et moi, j'ai créé cette maison d'édition vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire, je l'ai créée en 2017 avec cette idée que il faut ouvrir la pensée, il faut décloisonner, il faut permettre à d'autres cultures de s'exprimer, et particulièrement évidemment la culture chinoise. Et donc c'est aussi ça le rôle de l'édition, c'est-à-dire de rendre fluide. Donc avec l'équipe, on a essayé de rendre fluide cette traduction, de lui permettre d'être réaliste, de ne pas trahir et de ne pas tromper le lecteur. Moi, j'insiste vraiment, il nous faut entendre la parole chinoise contemporaine et les penseurs. Et je pense que c'est vraiment important pour nous, pour nos recherches, pour les futurs chercheurs, pour l'ensemble des lecteurs et du public. Je pense que c'est ouvrir les voies de la compréhension de la Chine contemporaine. Voilà, c'est vraiment ça, et bâtir ensemble le futur. Sinon, on va rester chacun dans notre coin et c'est ce qui est le plus dangereux. Voilà. Vous avez participé aussi activement à la version chinoise de ce livre. Alors, pour vous, quelles sont les expériences les plus intéressantes et à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir? Pour moi, cela est une chance et d'une responsabilité. En fait, notre génération est naturellement connectée au monde entier parce que nous sommes grandis avec les réseaux sociaux et nous vivons les défis communs comme le changement climatique. Donc, notre tâche doit être le bon et être traducteur pour expliquer la Chine au monde et le monde à la Chine avec un langage neuf et plus direct pour casser les préjugés, comme tout à l'heure Sonia a dit. Et donc, cette expérience de la publication de livres en France avec notre éditrice française Sonia Brosselet, c'est très, très agréable et c'est aussi enrichissante. Et pour nous, beaucoup de grands auteurs chinois ont fourni leur point de vue et aussi nous avons fait beaucoup d'efforts pour traduire les concepts chinois à un public européen, c'est-à-dire des concepts au caractère chinoise, par exemple les forces productives de nouvelle qualité. Nous avons expliquer. Oui, nous avons cité des exemples de coopération technologique, économique pour mieux expliquer, pour le rendre plus concret. Et donc, pour moi, je crois que dans l'avenir, j'espère que davantage de voix chinoises, même voire des voix des jeunes chinoises, peuvent être de plus en plus entendues dans le monde entier. Et aussi, j'espère que nous pouvons faire beaucoup de collaborations comme ce livre, faire des forums ensemble, co-écrire d'autres ouvrages et faire des recherches internationales ensemble pour expliquer mieux la Chine et les politiques chinoises au monde. Et enfin, j'espère que les chercheuses, les intellectuels chinois peuvent faire des choses plus concrètes pour sortir leur tour d'ivoire et avoir des solutions concrètes à des défis tels que
le découplage ou la crise financière, etc. Comme ça, nous pouvons, mieux relier la Chine et le monde. Alors, je vous remercie à tous les quatre vraiment sincèrement d'avoir partagé vos expériences, vos points de vue avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.